Allez-y, installez-vous confortablement, tranquillement. Je ne sais pas s'il reste encore du monde dehors ou pas. Non. Finissez ses entrées, comme on dit en limousin. Ouais, c'est ce que m'a dit Henri, ouais. Shabbat. Ah bon? Non, je sais pas, moi je... D'accord. Ah, il manquait le chien, oui, effectivement. Bon, je crois qu'on est à peu près au complet, là. Bon. Bah, je sais pas s'il faut que je me présente. Bon, je vais le faire quand même. Hein, donc, je suis Eric Molodov, vice-président de l'association La Courtine 1917, et petit-fils donc de Michel Molodov, soldat du corps expéditionnaire russe. Je salue d'ailleurs Claudine Simati, elle est Ivanov, petite fille donc de Sergei Ivanov, qui était aussi soldat de la première brigade et qui est parmi nous aujourd'hui. Donc ça fait 2 descendants, pas mal. Hein. Bon. Donc, alors difficile de passer après les artistes, hein, mais le moins que je peux faire, c'est d'éviter de chanter, donc je vais vous épargner ça. Donc là, on va bosser un peu, on va passer sur la phase débat. Donc vous l'aurez compris qu'au cœur de toutes ces histoires et du corps expéditionnaire russe, évidemment, c'est la question du pacifisme qui est au cœur de toutes ces histoires. D'ailleurs, je remercie Loïc pour la liaison sur l'actualité. Donc la question effectivement du pacifisme s'est toujours posée et c'est d'une acuité actuelle très forte évidemment par rapport à la situation internationale. On va pas revenir sur ces détails, mais on sent qu'effectivement c'est une question fondamentale qui se pose et qui risque de se poser et se pose effectivement à l'Est, mais peut-être se posera hélas pour nos propres enfants, petits-enfants, on ne sait pas comment ça va tourner cette histoire. Bref, il était important en tout cas à un moment donné de se poser sur ces questions du pacifisme et peut-être des pacifismes avec un S. Et qui mieux pour en parler finalement? Les militants, les associations pacifistes qui œuvrent autour de ces questions. On a invité il y a 7 intervenants en tout, qui vont s'exprimer donc sur à peu près un format de 8 minutes chacun, hein, pour présenter un petit peu leur action. Et puis entre deux interventions, on laissera un petit temps pour des questions éventuellement, pour un embryon de débat. J'ai bien un embryon parce qu'on n'aura pas le temps de trop s'étendre, mais il y aura quand même une place pour le public pour éventuellement un échange si vous avez des questions. Voilà. Donc je ferai la présentation des intervenants au fur et à mesure. À côté de moi déjà donc Henri Bachet, qui est donc responsable du comité départemental de la Corrèze pour le mouvement de la paix. Et donc je te laisse la parole, tu es le premier à ouvrir le bal, Henri. Merci beaucoup. Donc je vais intervenir sur un texte qui a été écrit il y a quelques mois, au moment où on a commencé à réfléchir sur cette journée et sur le débat. Donc c'est un texte qui reflète principalement une histoire du pacifisme et j'y ai mis quelques touches personnelles ou quelques touches qui reflètent les positions du mouvement de la paix, mais il se veut assez large pour introduire le débat. Donc historiquement, à partir du 19e siècle, le pacifisme a pris une visibilité plus importante. Par exemple, avec la création de la Croix-Rouge par Henri Dunant, qui contribue à accompagner des conflits de plus en plus criminels, compte tenu de la dangerosité des armes utilisées. Pour limiter les conflits, les pacifistes d'alors, tels Bertha von Stettner,
recommande un règlement pacifique des conflits entre les États par l'arbitrage, ce qui aboutit à la création de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui existe toujours. En parallèle, les socialistes de la Deuxième Internationale tirent le bilan du conflit franco-allemand de 1870-1871, qui a sonné le glas de l'Association internationale des travailleurs et de la Commune de Paris. Donc avec la montée, fin du 19e siècle, début du 20e, la montée des crises du militarisme et du nationalisme, pour les travailleurs et leurs syndicats, l'arrêt du travail par la grève des deux côtés de la frontière doit empêcher de poursuivre la guerre impérialiste. L'idée est séduisante, mais se heurte à la mise en place de l'Union sacrée en 1914, c'est-à-dire à la non-tenue des engagements des responsables syndicaux et politiques pour tomber dans la collaboration la plus crasse avec le gouvernement de la Première Guerre mondiale. Donc l'arrivée au pouvoir des conseils ouvriers soviétiques en Russie va remettre le pacifisme en première ligne avec l'exigence de l'arrêt de la guerre de la part de la population insurgée, ce qui amène au décret numéro 1 du gouvernement soviétique après novembre 1917, qui est le décret sur la paix. Donc ce volet-là de l'intervention en Union soviétique sur la paix, c'est la mise en œuvre de ce qu'on va appeler le pacifisme politique. Politique dans le sens où il se place en opposition avec la guerre impérialiste. En parallèle, les horreurs de la guerre vont créer un vrai traumatisme chez les anciens combattants et leurs familles, avec la volonté des peuples de refuser une nouvelle guerre. Cela à tout prix. Donc ça a donné la non-intervention en Espagne ou les accords de Munich. Donc c'est un pacifisme, ça, assez basique. C'est la paix pour la paix. Donc ce qu'il ne faut pas confondre, ce pacifisme des peuples qui avaient souffert de la guerre, ce qu'on va appeler, ce que j'appelle avec mes mots le pacifisme basique, avec le pacifisme intégral, qui est un pacifisme déployé par les antimilitaristes intégraux, c'est-à-dire ceux qui défendent l'objection de conscience. Donc on a en fait trois blocs. On a un pacifisme politique, plutôt marqué politiquement, un pacifisme basique des peuples qui refusent la guerre, et un pacifisme intégral qui lui est contre les armes, contre les guerres et contre les armées. Donc avant-guerre, on a en matière de paix, alors avant-guerre c'est avant celle de 1939-1945, c'est la période entre les deux guerres. On continue à avoir la mise en œuvre d'arbitrage et des traités, puisqu'on a la Société des Nations, et des traités importants en matière de paix qui sont les traités de Locarno, le pacte Briand-Kellogg. Et donc cette période des années 1920 peut laisser penser en fait qu'on va arriver à un monde sans guerre. Bon, alors après il y a les prémices de la Deuxième Guerre mondiale, guerre d'Espagne, expansionnisme nazi et expansionnisme japonais. Et donc tout ça divise profondément les deux tendances de pacifisme. Alors, la Deuxième Guerre mondiale rebat les cartes, et en schématisant, là je caricature à l'excès parce que voilà, c'est pas une thèse sur le pacifisme, donc j'ai fait très court. Les prises de position des uns et des autres, en caricaturant, pourraient laisser penser que les pacifistes intégraux, ceux qui voulaient absolument éviter la guerre, ce pacifisme basique, se sont ralliés à Pétain, par souci d'éviter la poursuite de la guerre. Il y a eu des pacifistes sincères qui refusaient en fait, disaient stop la guerre. Donc finalement, Pétain a proposé l'armistice, donc c'est mieux que par rapport à ce que la guerre continue. Et on aurait eu dans le même temps des pacifistes politiques qui se rentraient dans la résistance, c'est-à-dire cette question de la résistance armée est une constante en fait dans le mouvement pacifiste. Doit-on accepter la résistance armée sous prétexte de mettre fin à une guerre? C'est une question qui existe encore aujourd'hui. Donc néanmoins, après la guerre, le pacifisme intégral, celui qu'on appelle le pacifisme bélan, est complètement effacé par le pacifisme politique. Alors avec notamment la création de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte évoque
le premier article de la charte commence par « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre ». Donc on est vraiment sur l'idée que les peuples peuvent agir, intervenir pour éviter les guerres en utilisant les États qui sont en fait les délégués des peuples devant l'Organisation des Nations Unies. Au niveau politique, on s'est dit on a trouvé un outil miracle qui est l'Organisation des Nations Unies. Donc j'ai sauté une page. Donc c'est là. Donc le règlement pacifique des conflits après la guerre de 1939-1945 doit être assuré par l'ONU sur mandat des peuples du monde. Donc cette base qui est établie en 1945 va placer les mouvements pacifistes en première ligne et donner un âge d'or à leur essor. Donc fondé par d'anciens résistants après la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement pacifiste mondial, le Conseil mondial de la paix, va prendre son essor, que ce soit contre l'arme atomique, dans le cadre des guerres de décolonisation. Et c'est là que je parlais de la résistance armée, c'est que souvent les mouvements pacifistes politiques ont soutenu les luttes armées de décolonisation. Bon, les luttes armées de décolonisation ne sont pas faites sans éviter des guerres, voilà. Donc c'était la question que je vous soulevais avant, entre le pacifisme intégral et le pacifisme politique, qui est une question compliquée. Donc le pacifisme politique, pendant 40 ans, une quarantaine d'années, va rayonner, va peser sur les orientations de l'ONU et va être mis en avant. Donc par contre, à partir des années 1970, le droit international se voit adjoindre une forte composante humanitaire. Cette composante va justifier des ingérences humanitaires liées à des famines, des catastrophes, puis des ingérences militaires en Irak ou en Somalie, avec ou sans l'appui de l'ONU, comme en ex-Yougoslavie. Donc la question en fait de ce droit humanitaire, c'est qu'il va justifier des ingérences dans certains pays. Donc la question, toujours, c'est du curseur, jusqu'où on va. Donc aujourd'hui, le pacifisme intégral est très minoritaire, le pacifisme politique est également très affaibli, notamment du fait des défaillances de l'ONU. Le droit d'ingérence a été complètement dévoyé contre les États et leurs peuples, puisque par principe, si on reprend la charte de l'ONU, chaque État ou chaque peuple doit s'administrer librement sans ingérence, sous des prétextes humanitaires, en passant par l'ONU ou même en s'en passant via des organisations illégales comme l'OTAN. Dans l'esprit des populations occidentales, ou du moins de leurs dirigeants, c'est un pacifisme aujourd'hui opportuniste qui prévaut. Alors, bon, le terme il est de moi, opportuniste, je suis pas, comment dire, spécialiste du domaine non plus, donc j'ai trouvé ces expressions pour expliquer. C'est le pacifisme opportuniste, c'est un interventionnisme forcené, quoi. En fait, je vais citer l'Ukraine, puisqu'on a deux États ou deux blocs qui s'affrontent sur un État via de l'interventionnisme. Voilà, donc par exemple, on nous dit aujourd'hui, j'avais cité cet exemple du pacifisme opportuniste, c'est que on va nous dire en Ukraine, on met des sanctions contre l'État agresseur, on dit qu'il faut envoyer des armes, voilà. Mais par contre, en Israël, je ne prends pas position en fait. Hein. Moi, je regarde juste le droit international, voilà. Donc le droit international, il dit qu'Israël ne respecte pas des résolutions de l'ONU. On devrait se dire, ben, c'est un peu comme l'Ukraine et la Russie, on va aider celui qui a agressé, quoi. Mais là, non. Voilà. Donc ce pacifisme opportuniste, j'avais cet exemple que moi j'ai vécu, c'était le conflit ukrainien. Lors du conflit ukrainien, on a eu des rassemblements pacifistes qui demandaient l'envoi d'armes. Je l'ai vu ça, les rassemblements pacifistes pour envoyer des armes rassemblaient beaucoup plus de monde, de l'ordre de 1 à 10, hein, en 2022, que les rassemblements demandant une solution pacifique sous l'égide de l'ONU.
Donc on est... aujourd'hui, tout le monde est un peu perdu dans la situation. On est quasiment, aujourd'hui, dans certaines situations, sur du pacifisme confusionniste. Donc, les questions, j'ai pas de réponse, j'ai plus des questions. C'est face aux dangers actuels pour la planète, guerre, climat, quel pacifisme pour demain? De quel type et comment le développer? Quel règlement pacifique des conflits? Quelle gouvernance mondiale? Tout ça avec des points d'interrogation. Et donc la proposition quand même qu'on fait, c'est une proposition pour le pacifisme politique, c'est la culture de paix. La culture de paix, ou la culture de la paix, elle est définie par les Nations Unies. C'est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États. Alors, c'était un des principes du pacifisme politique qui a été concrétisé dans une charte de 1966 de l'ONU, c'est de dire en gros, pour éviter les guerres, amenons-l'eau, donnons aux gens qui sont aujourd'hui dans des sites souvent, je vais dire assez souvent, les guerres elles sont causées d'abord par la misère. Donc d'abord, aidons à régler la misère, et on va voir qu'il y aura vraisemblablement moins de conflits. Voilà. Donc la culture de la paix, c'est un ensemble de valeurs, et cette année, c'est la culture de la paix qui sera le thème de la Journée internationale de la paix. Donc le 21 septembre. Donc aujourd'hui, le pacifisme, peut-être celui qui doit prédominer, c'est un pacifisme basé sur cette culture de la paix, quoi, à construire entre les individus de la planète. J'ai fini. Merci Ronnie, bravo pour cette précision. Repasser 100 ans d'histoire, quand même, c'est pas rien en quelques minutes. Second intervenant est une intervenante. C'est Jeanne-Marie Reynaud, du mouvement de la paix de la Creuse. Je vous donne le micro, Jeanne-Marie. Installez-vous tranquillement. Donc, je suis Jeanne-Marie Reynaud du comité de la Creuse du mouvement de la paix. C'est un comité qui s'appuie sur 130 adhérents en 2023. Le mouvement de la paix national, bon, historiquement, Henri vient de le présenter, il s'est créé à la fin, en 1948, après la tuerie de la guerre de 14-18 et après les bombardements américains atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était pour ne plus reproduire ces horreurs. L'organisation du mouvement national est pyramidale. Il est basé sur les comités départementaux. C'est la base, c'est la solidité. Et ces comités départementaux envoient des délégués au Conseil national qui élit un bureau. Le bureau désigne un secrétariat. La partie administrative, Henri le dira peut-être, est très réduite parce qu'on n'a pas de salariés. On a peut-être deux salariés, on n'a pas d'argent parce que les mécènes n'investissent pas beaucoup dans la paix. Donc, selon défendre la cause de la paix attire peu les dons, les legs et autres. Donc on a une petite trésorerie qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc au niveau des responsabilités nationales, le mouvement national coordonne l'activité des comités départementaux, notamment en faisant circuler l'information et en organisant des séquences de formation. Il intervient au niveau national et au niveau international. Depuis 2017, on est reconnu avec le statut consultatif au Conseil économique et social de l'ONU. Alors au niveau du comité de la Creuse, donc nos objectifs, dénoncer la propagande de guerre, je le dis en désordre, hein, dénoncer la propagande de guerre,
alerter notamment maintenant sur l'impact planétaire de la guerre. C'est une partie de la responsabilité humaine qui est cachée, qui est masquée et qui est pourtant d'une actualité grave. La planète n'en peut plus. La planète est en mal de paix. Bon, donc dénoncer les discours de guerre, démasquer les profiteurs de guerre, bon, décrypter les mécanismes qui préparent à la guerre, donner au plus grand nombre les moyens de comprendre. Nos mobilisations, de toute façon, nous fonctionnons sur une trésorerie uniquement les cotisations. Donc, on fait des communiqués de presse, on prend la parole toutes les fois qu'on peut la prendre, et on diffuse un journal interne. La base politique de notre engagement pacifiste, il pourrait s'appuyer sur la formule « comprendre la guerre pour construire la paix ». Cette mobilisation militante nécessite une formation interne, il faut qu'on se forme bien. Comprendre la guerre est relativement facile. En ce moment, à partir de lundi, il y a donc le salon mondial de l'armement Eurosatory à Villepinte. Il suffit d'aller sur le site d'Eurosatory, on comprend toute la guerre. Les profiteurs de guerre sont aux anges en ce moment. Donc ça commence lundi et ça finit vendredi. Démonstration de matériel, c'est un peu les arts ménagers, mais pour l'armement. Donc c'est absolument insupportable, hein. Enfin pour moi, pour nous. Voilà, c'est ça, c'est le salon, voilà. Donc, alors ça c'est l'actualité. Comprendre la guerre par Eurosatory, ça suffit, on n'en parle pas par contre. Dans les médias, on ne va pas en entendre parler. Maintenant, si on lit Erasme, le plaidoyer pour la paix, écrit en 1516. On peut lire Micromégas, Voltaire, écrit en 1752. On comprend la guerre, hein, on comprend la guerre. On lit Giono, les écrits pacifistes de Giono, qui lui, à 20 ans, a vécu la guerre, était sur le front. Il a vécu l'horreur à 20 ans. Il est devenu pacifiste mais complet. L'arme, bon, il a écrit des choses sur la guerre qui permettent de comprendre et qui sont respectables. Bon, l'idée de la guerre est relativement claire. Construire la paix, c'est beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. Parce que si on fait abstraction du discours incantatoire, on veut la paix, tout le monde veut la paix, hein, mais ça relève de... Bon, mais si on veut la paix, une paix politique, une paix solide, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fin de compte, il faut lutter, résister à ce discours qui veut que les guerres ne soient inéluctables. Une guerre n'est pas inéluctable. Mais on nous met dans la tête que les guerres sont inéluctables. Dès qu'il est admis que les guerres ne sont pas inéluctables, on entre dans la voie pacifiste. Et alors là, le chemin est compliqué. Cette voie pacifiste est tracée assez clairement par Frédéric de Clercq, qui, dans son discours d'admission, quand il a eu le prix Nobel de la paix en 1993 avec Mandela, a écrit un texte qui définit la paix. Bon, je n'en prends qu'une partie. La paix est aussi un cadre. C'est un cadre composé de règles, de lois, d'accords et de conventions, un cadre qui fournit des mécanismes pour la résolution pacifique des inévitables conflits d'intérêts entre les pays, les communautés, les partis et les individus. C'est un cadre dans lequel les processus irrésistibles et dynamiques du développement social, économique et politique peuvent être réglés et adaptés. Bon, donc, quand on prend cette voie, pour avancer dans cette voie, un texte a été signé qui définit le droit international, c'est la Charte des Nations Unies. Il a été signé par 50 États à San Francisco en 1945. Ils ont créé l'organisation chargée de mettre ce cadre juridique en application. Ils ont créé l'Organisation des Nations Unies. On a l'outil
pour avancer dans la voie pacifiste. Le préambule de la charte, comme Henri l'a dit, commence en ces termes. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, et ça se continue, avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ce dessein. Là où régnait antérieurement le rapport de force, maintenant il existe un texte de loi qui interdit la guerre. Aucun pays n'a le droit d'avoir de force militaire, sauf pour se défendre. Donc, sur son territoire et dans ses eaux territoriales, la paix ne peut être assurée au peuple que si chacun est le seul maître chez lui, sans aucune ingérence, même de l'ONU, dans ses affaires. Ce texte existe, mais n'est pas connu. Il devrait être inscrit dans les programmes d'enseignement, depuis l'école primaire. Or, personne n'en entend parler. Le peuple, nous, pour exercer notre pouvoir citoyen, on doit connaître la charte des Nations Unies qui établit le droit international. Mais ça, on nous le cache. On nous le cache parce qu'on veut toujours nous dire que la guerre est inéluctable, il faut qu'on y aille. Si on remet si on s'en remet au texte de Giono qui dit « La guerre n'est jamais voulue par les peuples, elle est toujours subie. Il n'y a pas de peuple guerrier, il n'y a que des gouvernements guerriers. » Il nous est permis de penser que la charte est tenue dans un secret coupable. Il nous faut sortir la charte du placard, la faire connaître. Les citoyens doivent se l'approprier pour enfin faire entendre leur volonté de vivre en paix. Il nous faut éclairer les gens pour qu'ils soient capables de dire non, non à la guerre. Et je terminerai par cette citation de Giono: « Quand on n'a pas assez de courage pour être pacifiste, on est guerrier. » Merci Anne-Marie. Bravo, vous avez respecté le temps presque à la seconde près. Hein. Vous avez respecté le temps à la seconde près presque. Hein. Vous avez réussi à dire beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on a nos deux intervenants, donc on peut ouvrir maintenant une petite séquence questions. Hein. Ce ne sera pas trop long parce qu'il faut qu'on respecte un petit peu les temps. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, j'avais une question qui s'adresse plus particulièrement à Henri. Sur quoi peut-on se baser pour dire que l'OTAN est une organisation illégale? Sur quel texte? On va se baser sur la Charte des Nations Unies, qui interdit les organisations régionales militaires. Donc déjà l'Atlantique Nord, on ne sait pas trop de quelle région il s'agit, et l'Atlantique Nord aujourd'hui va jusque dans l'Est de l'Europe, donc bon, ça c'est un peu de l'humour. Mais en fait l'ONU interdit les organisations armées régionales. Donc elle est dans son article 6, si je dis pas de bêtises, de la charte. Donc en fait ça a été documenté par Roland Weil, qui était membre du mouvement de la paix et qui a fait une analyse sur l'illégalité en droit international. Alors après c'est toujours pareil, hein, c'est du droit international et on peut pas aller devant... on pourrait le tenter, aller devant un juge en attaquant le budget de la France en disant vous affectez des sommes pour l'OTAN, or vis-à-vis du droit international c'est illégal. Je suis pas sûr qu'au final voilà, ça passe, mais c'est illégal. Ouais. Merci. La charte de l'ONU, elle a 100, je ne sais plus combien d'articles, 124, je sais plus. L'OTAN, je ne sais pas si on a 10. De toute façon, la charte engage tous les États de la planète, l'OTAN n'engage que ceux qui ont signé et à géométrie variable. Je t'enverrai la référence exacte de l'article qui explique que ce type d'organisation est interdit. Et l'OTAN a été créée, si je ne dis pas de bêtises, avant le pacte. Micro. Ouais. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que l'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie. Tu vois. Et donc depuis que le premier but de l'OTAN était de se défendre contre le bloc de l'Est. À partir du moment où il n'y a plus de bloc de l'Est, voilà.
Enfin, maintenant, on va dire que maintenant la Russie c'est le bloc de l'Est, mais bon, entre 1990 et 2024, voilà. On passe à une autre intervention. Oui. Bon. Donc, écoutez, je vais vous inviter à quitter la scène, hein, malheureusement. Oui, on va vous accompagner. Oui, on ne va pas vous laisser tomber, ni au sens propre, ni au sens figuré. Vous avez un ancien rugbyman à la réception, regardez. L'ancien rugbyman. Bah quoi? Bah évidemment. Toujours? Bah toujours, oui, de cœur. Aficionado. Bon. Et écoutez, maintenant on a le plaisir d'accueillir donc Daniel Mathias de l'association Foutez-nous la paix. Si je résume, parce que je sais lire sur les sites internet, c'est populariser l'idée de paix tout en menant une réflexion sur les guerres et conflits passés en cours et en gestation. Vaste programme. Et je précise simplement que Daniel Mathias sera obligé quand même de nous quitter parce qu'il y a des obligations familiales. Voilà, il ne peut pas abandonner ses enfants, c'est interdit par la loi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Peut-être il y a une transition à faire, mais j'ai effectivement des gamins, ils étaient là hier soir pour le spectacle, très beau spectacle. Et je m'en doutais un peu, mais c'est toujours difficile de se dire qu'on espère voir d'autres gamins dans ces moments-là, et on n'en voit pas. C'est pas évident, parce que quand on dit à nos enfants l'importance de la paix et de cette lutte, et qu'après concrètement, ils me l'ont dit hier, ils m'ont dit papa, je vous dis comme ils m'ont dit les choses, hein, papa, encore un truc de vieux. Bon. Et donc je leur ai dit c'est vrai, encore un truc de vieux. Et je leur ai dit, après tu sais, tu peux te dire que c'est un truc de vieux, et puis tu regardes ce qui se passe autour de toi, tu vois des millions de gens qui continuent à crever de faim. Tu sais qu'il y a des gens qui sont bombardés au moment où je te parle à Gaza. Tu sais qu'il y a des gens qui sont dans des tranchées qui meurent tous les jours en Ukraine. Tu sais tout ça, c'est comme quand je te dis, quand je vous dis, puisqu'ils sont deux, vous êtes embêtants, vous voulez pas manger ça, etc. Il y a des gamins qui mangent pas leur faim. Moi, j'entendais ça déjà de la part de mes parents, que je devais trouver ça agaçant aussi. Puis peut-être que 20 ans ou 30 ans après, ce que m'ont dit mes parents, peut-être, a servi à faire ce que je suis aujourd'hui. Tout ça pour dire que c'est assez désespérant, mais puis après on se dit qu'on fait notre part, modestement. Et moi, si dans 20 ans on me dit que je suis un vieux con, ben, j'accepterai, sans problème, de passer pour un vieux con. Je serai lucide aussi, je me dirais, il n'y a pas assez de jeunes, c'est comme ça. Je ne me considérerai pas comme un jeune, dans la tête bien sûr, mais il y a la réalité. Comme il y a aussi une réalité que beaucoup de personnes âgées ont voté à une époque pour Macron, maintenant un peu moins, et d'autres pour le Front National, c'est comme ça. Les jeunes votent un peu moins pour Macron et un peu moins pour le Front National. Ils s'abstiennent plus, c'est vrai, mais donc c'est peut-être moins désespéré, il faudrait essayer de les ramener vers nous. Tout ça pour dire que modestement, là aussi, on a créé un festival qui s'appelle Foutez-nous la paix, pardon, qui a 5 ans, qui n'est pas là pour faire des leçons de morale, qui est là pour reconnaître le travail immense, qui est fait depuis des générations pour la paix. Juste avant moi, m'ont précédé une association qui est à saluer, qui se bat depuis longtemps, comme l'Union pacifiste et d'autres, tel Don Quichotte face à des rouleaux compresseurs, dans un silence médiatique absolu. Je ne vais pas vous faire un dessin. Aujourd'hui, évidemment, pour notre génération, on le voit par rapport à Gaza ou à l'Ukraine. Si je prends Gaza, il suffit qu'on s'oppose à la guerre, on devient antisémite. Voilà, aujourd'hui on est islamo-gauchiste. À une époque, on était judéo-bolchevique. Et donc, malheureusement, alors il y a ceux qui tombent dans le panneau parce que malheureusement ils ne sont pas très bien informés, c'est classique, et puis il y a ceux qui sont bien informés et qui tombent quand même dans le panneau. Ça c'est quand même aussi dommage, et qui participent à ça.
Et puis, se battre contre les guerres, c'est aussi ce qui s'est passé en 2020, quand on a créé le festival. Je vais vous lire très rapidement ce qui était à la base un peu de notre association. Parce qu'on nous disait régulièrement, oula, foutez-nous la paix, c'est un peu dur quand même. Bon, après, là, je ne vais pas vous faire un dessin. Le monde est dur. Désolé, j'ai aussi un chat dans la gorge. Il va être difficile à chasser. La vodka, non, c'est ça. Merci. Donc, baptiser un festival au moyen d'une expression populaire et provocante pour stigmatiser les guerres, quelle drôle d'idée. Elle dit pourtant l'urgence, l'importance pour vivre heureux. Elle est l'apostrophe insolente adressée aux marchands d'armes, aux va-t-en de guerre, aux monstres froids qui nourrissent la misère des hommes. Elle est un cri qui résonne partout sur la planète. Et donc, en 2020, c'est pas un hasard, il y avait eu, juste avant, les Gilets jaunes. Eux aussi, ils en ont pris plein la gueule, les Gilets jaunes, je vous le rappelle. Et malheureusement, des gens qu'on peut classer à gauche, progressistes, etc., sont tombés dans le panneau. On a montré avec le doigt peut-être certaines choses qui ne nous plaisaient pas beaucoup. Et j'en fais partie de ceux qui trouvaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très belles à voir. Pardon. Et au lieu de s'interroger sur ce qui a mené ces gens dans la rue, alors certains l'ont dit, hein, il y avait une sorte de révolte fiscale. Je ne vais pas apprendre l'histoire, pas ici mais ailleurs, hein, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, et on sait que les révoltes fiscales souvent provoquent des révolutions. Et donc au lieu de rentrer là-dedans en se disant on va notamment mettre en avant les idées qui nous tiennent à cœur, contre justement la guerre portée par le capitalisme, hein, comme l'a dit Jaurès, on a eu hier un petit aperçu, eh bien on les a méprisés, on les a un peu balayés d'un revers de la main, et puis le pouvoir évidemment les a diabolisés, les a réprimés, puis ça a été réglé, donc on a raté un petit peu cette chance. Au même moment, il y avait des jeunes qui protestaient eux contre l'attaque guerrière qui était menée contre la planète, ça a été dit juste avant. Ils faisaient des marches pour le climat, des lycéens, des étudiants. Pas beaucoup d'écho non plus. Un peu plus que les mouvements pour la paix, mais pas non plus énormément. Et donc là aussi, c'est un peu tombé dans l'oubli, malgré Greta Thunberg, qui a tiré l'oreille plus que ça aux gens qui sont au pouvoir, et qu'on a, elle aussi, elle en a pris plein la gueule, on le sait. Qui est cette jeune fille là, qui a 17 ans et qui vient nous faire la morale. Voilà. Donc, les jeunes, les classes populaires, bon, après tout ça, difficile quand même, hein, difficile d'avoir envie de voter, d'y croire. Donc, bon, nous, modestement, on a créé une petite association et on s'est dit, il faut créer un festival où on mette en avant l'idée de paix de différentes façons. Alors, de façon très sérieuse, avec des moments comme ça, des animateurs de débat, dont je fais partie, donc courage, et puis des universitaires, des écrivains, des écrivaines, des penseurs, des penseuses, donc on les a dans notre festival, hein, qui dure depuis 5 ans, 5e année. C'est très sérieux, voilà, une belle brochure avec des choses de qualité, on essaye, et puis des moments plus festifs, un peu comme que la Courtine 1917, les Amis de Louise et d'autres essayent de le faire, donc avec des concerts, du théâtre, des spectacles de rue, des expos, etc. Faire en sorte que l'espace public, qui est bien parasité à la fois par la publicité, par la propagande du pouvoir, et puis petit à petit quand même par l'extrême droite, je vous apprends rien, au Radour et pas loin de Saint-Julien, donc on a vu des immondices apparaître sur les murs. On voit aussi de plus en plus des affiches de mouvements qui datent des années 1920-1930. Maurassien, mais ça ne dit pas grand-chose à beaucoup de gens aujourd'hui qui ressortent. Et donc nous, on essaye de lutter comme ça avec nos armes. Voilà,
On est une quarantaine d'adhérents, c'est pas énorme, on n'est pas un mouvement national, hein. On n'est pas l'Union pacifiste, le mouvement pour la paix. Mais évidemment, dans notre festival, on donne toute sa place à ces mouvements-là. On essaie de faire découvrir des choses qui ne sont pas très connues. Par exemple, ça a été cité, Bertha von Suttner. Eh bien, l'année dernière, on a eu une pièce de théâtre assez explosive, puisque Alfred Nobel avait inventé la dynamite et il avait financé Bertha von Suttner. Donc, il y avait à un moment donné de la dynamite dans le spectacle. Je vous rassure, tout le monde a survécu. Donc, c'est pour dire que on organise, par exemple, l'année dernière, on a fait un débat sur l'eau. C'était le thème central du festival, l'eau. Le pays invité, c'était le Congo. Congo-Kinshasa, mais Congo aussi Brazzaville. Et donc, on a fait un débat entre la FNSEA et Bassine Non Merci. Donc, parce que l'idée, c'est que si on fait des événements uniquement avec des gens qui nous soutiennent, bon, a priori, on ne sera pas très nombreux, et on aura du mal à infuser cette idée de paix auprès de gens qui, parfois, un peu comme le Front National, si on dit qu'on est contre l'extrême droite, bon, on le dit, on le pense, mais on voit bien qu'à un moment donné, cette digue-là, elle ne suffit pas. Ça fait 20 ans, depuis 2002 essentiellement, mais pas que, qu'on dit « allons voter contre l'extrême droite ». Bon, ça ne marche pas trop, ça. Donc il vaut mieux peut-être essayer de mettre en avant nos idées, nos valeurs, essayer de convaincre, parfois en prenant quelques gifles dans la tête, ça fait partie du jeu, mais ça n'a rien à voir avec tous ceux qui nous ont précédés et qui en ont pris des grands coups sur la tête en parlant de lutter contre le nucléaire, lutter contre les guerres. Il y a eu ce mouvement magnifique qui a un peu disparu. Il faut se poser la question aussi pourquoi il a disparu. Les citoyens du monde, j'ai presque fini, hein. Le mouvement des citoyens du monde, vous savez, c'est ceux qui distribuaient des passeports. Et si aujourd'hui je dis autour de moi des gens qui ont à peu près mon âge, la quarantaine ou plus jeunes, ça leur paraît un truc préhistorique. Et donc ça c'est fou, ça veut dire qu'on a échoué. Donc il faut s'interroger. Et quand il y a 2 ans j'ai contacté un de ceux qui ont créé ce mouvement, qui sont toujours vivants, et que je leur ai dit venez à Saint-Julien, on a créé un festival qui s'appelle Foutez-nous la paix, etc. La première chose que j'entends c'est vous êtes qui? Bon. Ensuite, je viens mais j'ai pas 2 jours, j'ai pas le temps, etc. Je dis écoutez, on vous accorde une soirée, vous inquiétez pas, on va vous mettre en avant. Ben non, ça n'allait pas. Bon. Alors là, ça a été une sorte de guerre d'ego, une chapelle, une autre, une de plus. Et je lui ai dit, René Burger, que certains connaissent, l'Union pacifiste, et j'ai dit, essaye de jouer un rôle de diplomate, essaye de faire en sorte que on arrive à quelque chose. Il a essayé, René Burger, il n'a pas réussi. C'était trop, je sais pas, il y avait cette mentalité d'une autre époque. Et malheureusement, ce moment qu'on voulait populaire, peut-être distribuer des passeports de citoyens du monde, on n'a pas réussi à le faire. Ça se fera peut-être par la suite. Mais tout ça pour vous dire qu'on part de loin et que je préfère tenir un discours un peu dur parce que juste avant, moi j'ai vibré, j'ai eu la larme à l'œil. C'est des choses qui me parlent, qui résonnent en moi. J'ai aussi une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas qu'en France. Mais j'ai l'impression que ces chansons-là, il faut les faire vivre d'une autre façon et que peut-être, je finis là-dessus, Gaël Faye, Soprano, c'est des rappeurs qui chantent pour la paix. Et voilà, il faut essayer de faire en sorte que on s'élargisse beaucoup. Et je parle à des gens qui ont ça en tête aussi, qui rencontrent des gamins au lycée, au collège. Mais tout ça, c'est des institutions, c'est des structures qui sont cloisonnées, les enseignants eux-mêmes le disent, qui sont difficiles à bouger. D'ailleurs, les enseignants sont très, très peu présents, chez nous aussi, je vous rassure. Mais ça doit nous interroger. Pourquoi les enseignants, les enseignantes ne sont pas là? Pourquoi les parents, je conclue, pourquoi les parents d'élèves ne sont pas là? Pourquoi il y a cet écart qui se crée avec des générations? Donc c'est assez difficile, mais quand je me replace dans le contexte évoqué là, de ces gens héroïques qui ont essayé de se battre contre la guerre, bon, c'est pas grand-chose ce qu'on essaie de faire. Il n'y a pas besoin de courage pour faire ça, il y a juste
de belles idées et de belles valeurs. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le festival, il y a un stand, mais j'avais 8 minutes, donc j'en arrête là. Merci. Merci Daniel. Oui, belle approche, et puis beaucoup de sujets de fond que tu as abordés, hein, en commençant effectivement par la réaction de tes enfants. Moi j'ai bien aimé ce départ-là, ça nous met en face des réalités, des vraies questions. Alors j'ose pas quand même ouvrir le débat quand même, on n'a pas le temps, hein, voilà. On n'a pas le temps, donc il n'y aura pas d'échange, désolé Daniel. Ouais. Mais bon, effectivement, il y a toutes les informations là, à l'extérieur. Eh bien, merci pour ta participation, ton explication. Ouais. Oui, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, on va enchaîner avec... Oui, non, tu peux quitter. Oui, bien sûr. Ouais. On va enchaîner, on va être obligé de trapper un peu les questions. Hein. Il nous reste un peu de monde. Alors là, donc, maintenant, on va accueillir Philippe Joffre. Alors, moi, j'aime bien ça, les gens qui ressortent des oubliettes, des histoires très très peu connues. Et je suis très content d'avoir fait allemand première langue, parce qu'il représente l'association des amis d'Arbeiter und Soldat. Voilà. Donc en français, pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Goethe, c'est travailleurs et soldats. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, vous allez nous expliquer tout ça. Philippe. Eh bien, bonjour à tous. L'association Les Amis d'Arbeiter und Soldat a pour but de faire connaître le combat des internationalistes allemands et français qui menèrent un travail de fraternisation anti-nazi. Donc, Arbeiter und Soldat, c'est le nom, ça veut dire travailleurs et soldats, c'est le nom du bulletin qui a été rédigé et diffusé par des militants français, internationalistes et des soldats allemands en 42, 43 et 44 dans la région de Brest. Donc ce travail tout à fait exceptionnel a commencé dans le bunker pour sous-marins de Brest. Au départ, un militant internationaliste qui était postier réussit à établir des contacts avec des soldats allemands dont les familles étaient issues de traditions communistes et socialistes. Et le bunker facilitait les choses parce que les soldats y étaient stationnés un certain temps au même endroit, alors que la hiérarchie militaire allemande, généralement, faisait en sorte de déplacer constamment les troupes, aussi pour qu'il n'y ait pas de fraternisation avec la population des pays occupés. Donc ce bulletin atteint jusqu'à une diffusion de 400 exemplaires. Il était renéoté avec des tout petits moyens, diffusé au sein des militaires, des soldats allemands. L'objectif était de créer les conditions pour qu'ils contribuent à la fin de cette guerre, qui était une boucherie, d'en finir avec Hitler et son régime, et qu'ils retournent leurs armes contre les officiers, ce qui avait été fait dans une perspective révolutionnaire, un peu comme ce qui s'était passé en 1918-19, quand il y a eu la révolte des soldats allemands à cette période, qui mit fin au régime du Kaiser et toutes les crapules, Ludendorff et autres, qui étaient l'état-major allemand et qui était le militarisme. Et c'est ce facteur qui a permis un changement complet de la situation, l'arrêt de la guerre et le changement complet de la situation dans toute l'Europe. Donc c'était l'objectif. Et donc ce travail, vous imaginez les conditions et les précautions qu'il fallait prendre. Il y avait des cellules de soldats allemands qui organisaient la diffusion de ce bulletin. Il n'y a pas Internet à l'époque, de toute façon Internet n'aurait pas pu être exploité, bien évidemment. Et donc ça s'étendait, et la Gestapo et la police militaire allemande, il y en avait beaucoup, en ont eu vent. Et il y a eu un provocateur, un mouchard, qui était infiltré, et la répression s'est abattue. En octobre 1943, il y a eu une souricière qui était tendue par la Gestapo aux militants français à Brest. Ils ont été arrêtés, et également parmi les soldats allemands, des dénonciations
Et les soldats allemands, les militants français, beaucoup ont été fusillés immédiatement. Et on ne sait pas encore où tous ils ont été enterrés. Et d'autres ont été déportés et n'en sont jamais revenus. Et c'est pour rendre hommage à ce combat, il faut bien dire un combat extraordinairement courageux, que notre association s'est constituée et s'est fixée pour but donc de rapprocher, de collecter toutes les informations. C'est très difficile, parce qu'en France c'est peu connu, et en Allemagne c'est pas très bien vu. La bureaucratie allemande qui gère les archives met des obstacles pour avoir accès à ceux qui sont devenus ces soldats qui ont été assassinés, et des fois même leurs familles ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument éviter toute contagion qui aurait accéléré la chute du régime allemand. Et vous savez qu'Hitler, qui avait connu la fin de la guerre de 14, avait très peur que ça recommence et qu'il y ait une révolte, en somme, de la population contre le nazisme, et qu'il y ait à nouveau surgissement des conseils d'ouvriers et de soldats en Allemagne. Donc, notre association, elle fait des recherches. Il faut signaler aussi la présence d'un militant qui a aidé un militant d'origine allemande, Martin Monat, qui était un Allemand qui est venu en France à la demande des camarades, des militants français, pour faciliter la traduction et rédiger dans un allemand accessible et compréhensible par les soldats allemands, donc les mots d'ordre internationalistes, pour arrêter la guerre, pour arrêter cette monstruosité le plus vite et en finir avec la barbarie nazie. Donc notre association lutte pour que hommage soit rendu à ces combattants et que toutes les informations puissent être mises à la disposition de la population d'aujourd'hui et des historiens, etc. Et donc, il faut savoir que notre association a obtenu la pose de 2 plaques à Brest en hommage à ces combattants, rédigées à la fois en français et en allemand, et également la pose d'une plaque à Berlin, également rédigée en français et en allemand. Et l'association tiendra un colloque en octobre, date anniversaire de l'arrestation, la première vague d'arrestation, octobre 1943, un colloque pour faire connaître plus largement donc ce combat, et bien sûr il y a encore beaucoup à faire. Ça suscite de l'intérêt. Je voyais dans le bulletin, l'association édite un bulletin. Il y a des personnes en Allemagne qui pensent à réaliser un documentaire, un film sur ce qui s'est passé. Et donc, il y a un bulletin, vous pouvez adhérer, c'est 15 € pour l'année, participer au colloque, enfin, soutenir l'activité de l'association. Et je crois que ce combat, connaître ces faits historiques, c'est pas seulement rétablir des vérités qui ne sont pas connues, c'est également en lien avec le présent, au moment où on voit bien se dessiner à nouveau un affrontement entre blocs, un peu du type de la guerre de 14-18, où chacun avait des bonnes raisons pour y aller, et pour se sacrifier. Il y a quelques jours, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais c'est important, au moment où la population en Russie commence à en avoir marre, parce qu'il y a des pertes considérables, et au moment où en Ukraine aussi, la population commence à dire on nous avait dit une guerre de 3 mois, ça fait 2 ans, et combien de morts, et dans les 2 pays, les jeunes qui désertent, ou qui se cachent, eh bien, ce qui s'est passé à cette époque, cette orientation vers la fraternisation entre les travailleurs et les peuples, n'est-elle pas d'une certaine actualité aujourd'hui?
Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire et ce combat. Ouais, je crois qu'on va enchaîner. Ok. Ou mieux, hein. Ouais. Je sais pas s'il y a des questions, mais... Bon. Eh bien, merci Philippe pour cette présentation. Alors, on est rentré dans le domaine de la résistance, et là, on va donc... c'est pas moi qui vais l'évoquer, ça va être Alain Trécani, qui est animateur donc, de l'association Les Amis de Martha Desrumeaux, qui va nous parler donc d'une figure féminine, une femme qui était à la fois une figure du mouvement ouvrier et de la résistance. Je vais d'abord remercier Eric pour nous avoir accordé 3 heures de... Non, mais je remercie d'abord l'association La Courtine 1917. Bon, alors vous parlez de Martha en 8 minutes, c'est impossible à faire, tellement la vie de Martha a été riche en militantisme et variée. Donc je vais quand même vous parler un petit peu de notre association. On n'est pas à proprement parler une association pacifiste, on est une association de mémoire, mémorielle. On remet la mémoire de ces personnes comme Martha Desrumeaux, comme Henri Martel, comme Jean-Pierre Tembeau et comme bien d'autres, Célestin Leduc. On ne veut pas qu'ils tombent dans l'oubli parce que ce sont des personnes qui étaient exceptionnelles. Et donc Martha Desrumeaux, par exemple, on va dire à 9 ans, alors je m'excuse, il faut que je mette mes... parce que j'ai rien écrit. Donc j'ai rien écrit, je me base juste sur un article qui est apparu, donc Planète P, qui doit peut-être être chez les copains de... Voilà, vous l'avez, donc nous on l'a un peu aussi, mais bon... Voilà, cet article sur Martha Desrumeaux, féministe pacifiste. Alors, bon, Martha Desrumeaux, elle a cultivé, avant que ça soit à la mode, avant qu'on en parle, elle a cultivé la paix. Parce que Martha Desrumeaux, elle s'est toujours battue. Je voudrais vous rappeler, à 9 ans, elle était ouvrière, bonne à tout faire dans une famille de bourgeois du Nord. À 11 ans, elle travaillait en usine. À 13 ans, elle s'est syndiquée à la CGT, alors déjà une femme, une jeune femme, et à 13 ans, syndiquée à la CGT au début du siècle dernier, il n'y en avait pas, quoi. C'était très 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 rare. Et Martha Desrumeaux, elle avait entendu Jaurès qui était monté dans le Nord. Jaurès, il faisait la tournée un peu partout en France, il n'était pas que dans le Tarn et à Paris, il était un peu partout en France pour soutenir les ouvriers. Et elle avait entendu Jaurès parler de fraternité entre les ouvriers, elle avait entendu ce discours et ça lui est resté, c'était une jeune fille, ça lui est resté dans la tête. Et quand elle a appris que Jaurès avait été assassiné, la première chose qu'elle a fait, quand un de ses camarades lui a dit, le matin à l'embauche, elle a quitté l'usine en cachette et elle est allée mettre en berne le drapeau rouge qu'il y avait sur la maison du peuple de Comines. Comines, c'est une ville, c'est sa ville natale, c'est une ville du Nord frontalière avec la Belgique. Et donc Martha Desrumeaux, elle avait compris que bon, c'était fini, quoi, c'était la guerre. Avant que plein de gens le comprennent, elle l'avait déjà vu, elle avait déjà compris ça. Et elle a passé sa vie justement à se battre pour l'émancipation humaine, notamment le féminisme, beaucoup d'avancées féministes. Si maintenant on en est arrivé à un peu plus d'égalité, c'est grâce à des femmes comme Martha. Mais Martha, toute seule, n'aurait rien pu faire. Martha, elle avait découvert le collectif. Elle avait découvert que c'est surtout dans les usines, il fallait se regrouper pour obtenir des choses. Martha, c'était une femme qui était charpentée, qui était grande, une flamande, et donc elle en imposait, et de par ses revendications, elle a eu la confiance de ses copines, tout ça. Et elle s'est toujours engagée, par exemple, entre 1918 et 1921, elle s'était engagée pour apporter aux populations de la Volga en Russie un soutien, parce que bon, là-bas il y avait une famine qui sévissait.
Après, elle a participé à la campagne contre l'occupation de la Ruhr entre 24 et 25. Donc, elle a lutté contre la guerre dans le Rif marocain. Martha Desrumaux, elle était sur tous les fronts quand il y avait des injustices. Que ce soit des injustices salariales, que ce soit des injustices de conditions sociales, que ce soit des... Voilà, c'était une féministe, une pacifiste, c'était une sacrée bonne femme. Et elle s'est engagée quand il y a eu l'occupation, l'invasion de la France, donc en 1939, elle s'est engagée de suite dans la résistance. Et elle a été à l'origine de la grève patriotique des 100 000 mineurs dans le Nord en 1941, en pleine occupation du Nord, qui a quand même été une occupation très, très, très dure dès le début. Mais là-haut, ils avaient déjà l'entraînement, ils avaient déjà subi l'occupation entre 14 et 18. Donc ils connaissaient, ils savaient déjà ce que voilà. Et Martha Desrumaux, elle a été déportée, une des premières femmes françaises déportées au départ de France. Donc même la première au départ de France. Arrêtée fin 41, déportée en 42. À l'époque, bon, il n'y avait pas beaucoup de... L'autre femme déportée française, elle était au départ d'Allemagne parce que c'était une communiste. Donc voilà. Et Martha, elle a eu à chaque fois, elle s'est battue. Alors après, elle s'est battue contre la CED. Donc c'était la communauté européenne de défense. Bon, déjà, vous voyez, elle avait toujours cette notion de pacifisme, de bien-être humain. Elle a cultivé la paix. Ça ne se disait pas comme ça à l'époque. Parce que ça n'existait pas forcément. Bon, il y avait le mouvement de la paix qui se structurait, et elle a été aussi signataire de l'appel de Stockholm en 50, et elle a été porte-parole du mouvement de la paix à Stockholm aussi par la suite. Martha Desrumaux, vraiment, moi je vous ferai une conférence de 3 heures si je pouvais. En quelques minutes, je ne peux pas vous parler de Martha, c'est pas possible. Mais bon, on est à côté là, on pourra dans la journée, on a des copines ici qui sont donc à notre association. Nous on se bat pour que Martha rentre au Panthéon, parce que Martha au Panthéon, c'est la classe ouvrière qui va rentrer au Panthéon. Ça va être déjà une femme de plus. Les femmes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 7, je crois qu'il y en a 7 au Panthéon. Et Martha, ça en serait une de plus. Et vraiment des personnes qui... de vraiment la plus petite condition sociale, ben, il n'y en a pas non plus, ça n'existe pas. Alors voilà, Odile est au bureau national des Amis de Martha. Moi, bon, ben, je suis le bavard de service. Et puis voilà, donc je vous remercie pour votre patience. Quel talent, tout ça en 7 minutes et 10 secondes. Ah ouais, non franchement, on n'a pas senti passer les 3 heures. Hein. Merci. Je vous remercie. Ben, c'est nous. Merci. Alors maintenant, on accueille Dominique Duranton pour Amnesty Creuse. Si j'ai bien révisé les tablettes. International, oui. C'est vrai que c'est international, Amnesty. Bah, j'ai mal révisé. C'est international, la Creuse. Bah, il y a même eu des Russes, c'est pour vous dire. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. Non, je m'installe un petit peu. Donc Amnesty International, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un mouvement international donc, de défense, de promotion et de défense des droits de l'homme. On compte à peu près 10 millions d'adhérents et de sympathisants dans le monde. En France, on est à peu près 100 000 adhérents. Donc nous nous appuyons sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, 30 articles, droits de l'homme qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire que nous naissons avec ces droits et nous mourrons avec ces droits, quoi qu'il arrive. Ces droits sont universels, c'est-à-dire que tout homme qui naît sur la terre a ses droits. Ce n'est pas des droits occidentaux ou je ne sais quoi, ils sont universels. Et ce sont des droits qui sont indivisibles.
c'est-à-dire qu'ils ont tous la même valeur. Et nous nous appuyons sur le droit international. Alors, pour nous inclure un petit peu dans la journée d'aujourd'hui, j'ai extrait dans notre combat 3 grands thèmes. C'est encadrer le commerce des armes. On a fait une grande campagne. Donc le commerce est irresponsable des armes entraîne des violations des droits humains. Le réguler et le contrôler en exigeant la transparence des gouvernements est une priorité. Nous luttons aussi pour promouvoir l'accès à une justice internationale, ça c'est très important, c'est une de nos boussoles aussi, c'est l'impunité. Les auteurs de violations de droits humains doivent répondre de leurs actes pour que les victimes obtiennent justice et que les violences ne se répètent pas. Si les systèmes de justice nationaux font défaut, la justice internationale doit s'exercer. Et, bien sûr, protéger les populations civiles. En première ligne dans les conflits, les populations civiles sont censées être protégées et épargnées par le droit. Même en temps de guerre, les lois existent. Alors, comment est-ce qu'on travaille? On dit ça en Amnesty, on dit travailler. Donc, on travaille d'abord par la recherche. Notre slogan, c'est rechercher, alerter, agir. Alors, rechercher, nous avons sur le terrain énormément de chercheurs qui sont à l'affût des témoignages, qui prennent des vidéos. Maintenant, on a aussi par satellite. Et il y a un laboratoire à Londres qui examine toutes ces photos, toutes ces vidéos pour faire des recoupements et pour essayer de dénoncer, de documenter tout ce qui peut être considéré comme crime de guerre, crime contre l'humanité et le crime de génocide qui sont définis par le droit international. Alors, c'est ce qu'on a fait en Ukraine, par exemple, ça nous a valu beaucoup d'opposition. C'est ce que nous avons fait en Érythrée, au Congo, au Yémen, et à l'heure actuelle, dans le conflit Israël-Gaza. Et donc, ensuite, une fois qu'on a documenté, eh bien, on n'en reste pas là, bien sûr, il faut alerter. Et donc ça, c'est le travail, c'est les rapports, comme le rapport annuel d'Amnesty qui paraît au mois d'avril-mai tous les ans, et qui, cette année, eh bien, était extrêmement alarmiste, justement, sur l'état du monde, et qui dénonçait, comme l'a fait d'ailleurs Henri tout à l'heure, le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on impose, on dénonce les violations des droits humains commis par certains pays, mais on n'impose absolument pas à d'autres pays de ne pas les commettre. Donc, l'Ukraine, bien sûr, on y revient malheureusement, et Gaza. On dénonce par des rapports et aussi donc par des communiqués de presse, ce que je pourrais faire aujourd'hui, mais bien sûr le temps est limité. Et alors après, bien sûr, ça ne suffit pas, il faut agir et faire agir. Alors, agir comment? Eh bien, on agit au niveau international, puisqu'on a aussi notre place à l'ONU, et on essaie, et on arrive quelquefois à des traités. Par exemple, pour la Convention internationale des droits de l'enfant, Amnesty International est beaucoup intervenu dans la rédaction de cette convention. On a aussi énormément travaillé pour obtenir un traité sur le commerce des armes. Et on continue d'ailleurs, même en France, pour essayer qu'il y ait plus de transparence sur ce commerce, parce que la France est bien placée, malheureusement, pour une omerta totale sur son commerce des armes. Et par exemple aussi sur la création de la commission de la Cour pénale internationale auquel nous tenons tant, puisque c'est vraiment pour nous l'instrument qui pourrait permettre l'impunité. Alors, agir et faire agir, c'est aussi nous, militants de base, bénévoles, pour vous faire agir, vous. Parce qu'on a besoin de vous, bien sûr, pour signer les pétitions, pour faire pression sur les États, sur les groupes armés, sur les entreprises, eh bien, pour faire avancer les choses, pour dénoncer les violations des droits humains.
Et c'est pour ça que nous avons 3 pétitions là sur notre stand qui sont vraiment dans le sujet. C'est un appel à cesser le feu immédiat, Gaza, Israël. C'est immédiat, enfin on a lancé la pétition il y a 7 mois, malheureusement là il n'y a pas beaucoup d'effets. C'est une pétition sur le contrôle des armes à létalité réduite utilisées par les forces de l'ordre en France, illégalement. Et c'est une pétition en faveur d'Alexandra Skochilenko, qui est une jeune artiste russe qui s'est élevée contre la guerre, qui a dénoncé la guerre en Ukraine, qui pour cela a été arrêtée. Ça fait 2 ans qu'elle est en prison. Elle a été jugée et elle a été condamnée à 7 ans de colonie pénitentiaire. Simplement pour avoir dans un magasin remplacé des étiquettes des prix et des produits avec des chiffres des morts, des premiers morts en dénonçant la guerre. Elle n'est pas la seule, elle est emblématique d'énormément d'opposants qui, à l'heure actuelle, sont en prison, attendent un procès ou ont déjà été condamnés, puisque la Russie a mis en place un nouveau code qui permet de condamner tous ceux qui s'opposent à la guerre en Ukraine. Elle souffre de maladies et elle devrait avoir droit à des médicaments, à un régime alimentaire spécial qu'on lui refuse là où elle est. Alors pour le moment, elle a fait appel. Elle est toujours à Moscou, en prison. Elle n'a toujours pas été transférée, mais nous, on demande bien sûr à ce qu'elle soit libérée et en attendant à ce qu'elle ait accès à ses médicaments et à des soins dont elle a absolument besoin. C'est une artiste, c'est une jeune artiste musicienne. Voilà donc nos trois pétitions que vous pouvez signer. Alors j'ai peut-être oublié de dire simplement que Amnesty International est né à Londres en 1961 et Amnesty France en 1971. Voilà. Bravo. Merci Dominique pour le rappel du rôle et des buts fondamentaux en tout cas du Amnesty International, un œil de la démocratie sur le monde, sur ce qui se passe. Puis ce qu'on peut sauter, c'est que finalement Amnesty International disparaisse un jour puisqu'il n'y aurait plus lieu de se battre. Hein. Bon, merci Dominique. Alors le dernier qui va clore, le dernier, c'est notre ami Loïc. Alors Loïc, c'est un homme armé. J'ai toujours vu armé d'un accordéon. Moi. Donc, tu es toujours président de la Fédération de la Haute-Vienne de la Libre Pensée. C'est dans l'ordre. Merci. La parole est à toi. Voilà, salut à tous pour cette revue. Donc moi je vais vous parler de la militarisation des esprits. Il y a 2 raisons à cette intervention. L'une, c'est que soit ce sujet est totalement ignoré, soit il est très largement sous-estimé. Donc voilà, je vais amener quelques éléments. Juste pour vous dire qu'à la fin de mon intervention vous sera, vous pourrez la prendre, vous sera distribuée, vous la prendrez si vous voulez. Mais en tout cas, tout ce que je vais citer, parce que vous allez, c'est un peu même désagréable d'entendre citation, vous aurez les références qui vous permettra d'aller retrouver ça là où je l'ai pioché, et c'est toujours un site le site du gouvernement. Donc c'est que des choses officielles. De tout temps, les régimes autoritaires ont amené des millions, des jeunes à se plier à la discipline militaire, à apprendre à utiliser des armes et des techniques de combat. Ce sont encore des moyens colossaux qui ont été mobilisés chaque fois pour faire fonctionner la machine de guerre. Et bien sûr, chaque fois, quelques privilégiés qui, eux et leurs proches, ne font jamais la guerre, se sont enrichis immensément par ces désastres. Le système capitaliste qui sous-tend cela puise ainsi les ressorts de sa relance pour perdurer. Comme je vais le montrer, une 3e guerre mondiale est bien en préparation. La France entend y jouer un rôle majeur. C'est cela qui fait que notre pays glisse de plus en plus vers l'autoritarisme. J'entends ici montrer comment, dans un tel contexte, nos dirigeants tentent, notamment, de préparer les esprits à la guerre. Nous verrons aussi que rien n'est fatal et qu'il est possible d'empêcher les ambitions guerrières de se concrétiser. En février 2023,
le gouvernement français met en place une organisation intitulée Exercice Orion 23. Orion signifie O pour opération de grande envergure pour des armées air résilientes, I interopérables, O orienté vers le combat de haute intensité et N novatrice. Orion. Rappelons qu'Orion dans la mythologie grecque est un chasseur géant réputé pour sa violence. L'objectif d'Orion est, je cite, d'entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé et multinational selon un scénario réaliste et exigeant qui prend en compte les différents milieux, terre, mer, air, espace, et champs de conflictualité cyber, informationnelle, électromagnétique. Ainsi, Orion vise à, je cite encore, 1. Recentrer l'entraînement des armées sur l'hypothèse de réactivité à tout type d'événement via un entraînement multimilieu et multichamp à grande échelle. 2. Évaluer les capacités internes à assumer une opération d'envergure majeure des armées. 3. Renforcer l'interopérabilité avec nos alliés. 4. Éprouver de nouvelles capacités. Comment justifie-t-on tout cela? Et je cite encore. La dégradation accélérée du contexte international en 2022 confirme la pertinence de cet exercice initié en 2021, où le changement d'échelle et d'élargissement du spectre de l'engagement rencontre les exigences du combat en haute intensité. Fin de citation. Remarquons ici qu'Orion était initié dès 2021, soit un an avant l'intervention de la Russie en Ukraine. Orion entend ainsi, je cite encore, préparer les forces aux situations les plus complexes des engagements modernes impliquant acteurs et entités au-delà du périmètre des armées. Il s'agirait, citation, de montrer la capacité de la France à entrer en premier sur un théâtre d'opération et à prendre la tête d'une coalition multinationale pour conduire une opération d'envergure et des affrontements de haute intensité. Fin de citation. Avec des exercices au-delà du périmètre des armées, l'opinion publique devient un objectif. La France entend ainsi, certes, préparer les militaires à des conflits nouveaux, mais aussi préparer toute la société à cette idée. Quant à entrer en premier sur un théâtre d'opération et à prendre la tête d'une coalition multinationale, voilà donc un objectif d'Emmanuel Macron et de sa cour, être à la tête du plus grand déferlement criminel de l'histoire. Quelle ambition! Précisons que si la France envoyait des troupes en Ukraine, cela reviendrait à déclarer la guerre à la Russie. Or, toute la propagande gouvernementale justifiant l'exercice Orion 23 ne parle que de défense et de sécurité. Là, il ne s'agirait pas de se défendre, mais d'attaquer un pays, et pas n'importe lequel, une puissance nucléaire de premier ordre. La véritable justification à tout cela est une impérieuse nécessité pour le capitalisme de créer les conditions d'une troisième guerre mondiale, seule possibilité pour lui de se régénérer. C'est ce qui va amener à l'organisation d'exercices militaires dans toute la France, jusque dans les rues de nos villes et villages, une première, comme récemment à Guéret et ses environs. Cela s'ajoute aux mécanismes mis en place depuis plusieurs années. Je vais ne faire que vous lire une liste de ce mécanisme. Dans le document que vous aurez là, vous pourrez retrouver le contenu de chacun. Journée défense et citoyenneté, JDC. Programme scolaire modifié pour intégrer, je cite, un enseignement à la défense et à la sécurité nationale. Classe de défense et de sécurité globale, CDSG. Création des cadets de la défense.
Organisation des rallyes citoyens. Journée sport armée jeunesse, JSAJ. Label au sport jeunes citoyens. Visite et participation au cérémonial militaire. Visite d'une classe dans une unité militaire. Initiation au cérémonial militaire. Service national universel, peut-être ce dont vous avez le plus entendu parler, mais ce n'est qu'un des éléments de la liste. Loi de programmation militaire 2024-2030 qui prévoit rien moins qu'un budget de 413 milliards d'euros. Mission d'information sur le rôle de l'éducation et de la culture dans la défense nationale. Enfin, consultation des Français sur, je cite, leur perception du rôle de l'éducation dans la défense nationale. Ce sont encore les déclarations d'Emmanuel Macron lors de la conférence de soutien à l'Ukraine le 27 février 2024 à l'Élysée. Je cite encore, « Nous devons aller encore plus fort sur une économie de guerre. » Ou encore, en réponse à la question d'une journaliste sur la possibilité évoquée par le Premier ministre slovaque d'envoyer des troupes en Ukraine, Macron répond, je cite, « Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. » Fin de citation. Notre économie se voit ainsi tout orientée vers la guerre. C'est le dogme de l'économie de guerre. Où sont passées les décisions internationales pour la réduction des armes de destruction massive? Qu'est devenue l'ONU, dont on vient cependant de nous parler, dont le rôle premier était de garantir la paix partout sur la planète? L'activité militaire n'est plus basée sur des concepts défensifs mais offensifs, malgré les discours officiels qui n'emploient que les termes de défense et sécurité. Les militaires sont préparés de plus en plus intensivement pour intervenir. Les esprits sont soumis à la militarisation. L'éducation nationale est de plus en plus impliquée dans les processus de formatage idéologique. Des exercices militaires se passent dans les rues même de nos villes et villages. Des militaires interviennent de plus en plus dans les écoles. La guerre, ce n'est pas que des robots et des drones, mais aussi beaucoup d'humains pour utiliser chars, canons, fusils, etc. Ainsi, on tue à la guerre, on y meurt, civils et militaires, on y souffre beaucoup, physiquement et psychologiquement, on y a souvent très peur, honte de ce qu'on voit ou de ce qu'on fait. Avec la guerre, on voit le sang couler, des gens agoniser, des enfants mourir, des vieillards pleurer, on entend hurler à la guerre. Difficile d'y manger à sa faim, de se laver, de dormir, de s'habiller proprement. Et tout ça, il ne faudrait pas qu'on en parle, il ne faudrait pas le dire aux jeunes qui sont ceux qu'on envoie à la guerre. Quand tout à l'heure, notre camarade, il disait que c'est étonnant parce qu'il trouve que c'est des trucs de vieux de parler de la guerre. Mais c'est les jeunes qu'on envoie à la guerre. C'est eux qui devraient être le plus inquiets et le plus mobilisés sur ce sujet. Notre seule force est donc le refus. Seul refuser de faire la guerre peut l'empêcher. C'est pourquoi il faut dire autour de nous sans attendre. Tu as reçu un ordre de mobilisation, refuse de la faire. Ne pars pas à la guerre, refuse d'obéir. Et ceux qui ne sont pas mobilisables doivent alors soutenir, protéger et cacher s'il le faut ceux qui refuseront la barbarie. Ce ne sont ni Macron, ni ses proches, ni aucun député, ni aucun de leurs enfants, ni aucun riche ou fiche de riche qui iront à la guerre. Ce seront toujours que des jeunes et en premier lieu les plus défavorisés, les jeunes des cités, les jeunes des campagnes, les jeunes de l'immigration. Pourtant, sans soldats, pas de guerre, alors refusons de la faire.
Voilà ce que je voulais vous présenter comme élément s'agissant de la militarisation des esprits. Entendu que, certes, je suis libre penseur, mais je suis aussi adhérent de l'association La Courtine 1917, et cette association, dans sa tradition d'organisation pacifiste, continuera, je n'en doute pas, à œuvrer plus que jamais à la pacification des esprits. Merci de votre attention. Merci Loïc, on pourra pas dire qu'on savait pas. Hein, c'est ça. Bien, écoutez, notre séquence échange. Il n'y a pas eu peu d'échanges au bout du compte, on était un peu pris par le temps. Mais en tout cas, c'est un peu à cause de la qualité de nos intervenants et intervenantes, qu'on remercie beaucoup d'ailleurs pour leur participation, qu'on peut retrouver à l'extérieur, puisque si vous voulez approfondir toutes ces questions-là, il y a des ouvrages, il y a des formulaires, il y a tout. Et puis il y a aussi l'ami Loïc qui a édité donc ce petit fascicule. Ouais,